Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au nom de 8 Mont-Blanc. Je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau que vous connaissez, Accès Direct, un petit peu recostumisé pour une nouvelle saison d'Accès Direct, votre émission d'actualité et de découverte en Savoie-Mont-Blanc. Pour ce tout premier numéro, je recevrai Philippe Abraham, le nouveau président de la Banque Alimentaire de Haute-Savoie. Nous parlerons ensuite culture avec Luciano De Francesco et Jean-Paul Allègre pour le festival Sur un plateau Annecy. Et comme chaque lundi, nous terminerons avec du sport et du tennis au programme avec Georges Degnaud pour évoquer la Coupe Davis. Mais avant toutes ces belles réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Debusson qui sort de nulle part. Oui, on a fait des doubles entrées-sorties. C'est un... Alors déjà, bravo pour ce nouveau plateau que tu as conçu avec Camille et les garçons de la technique. C'est un travail collectif qui nous a pris un petit peu de temps, mais on est content. J'espère que ça va plaire aux téléspectateurs. En tout cas, ça nous plaît déjà. C'est déjà un bon début, c'est vrai. Alors, on va commencer avec les titres du journal que tu vas présenter à 18h30. On commence avec une petite visite du côté de Rumilly. Oui, Rumilly qui a inauguré ce samedi son nouveau collège. C'est toi, Seb, qui a participé à cette inauguration. C'est assez symbolique de ce qui se passe en Haute-Savoie, c'est-à-dire qu'avec la croissance démographique assez forte sur le département, il faut construire régulièrement des nouveaux établissements. Donc, c'était le cas à Rumilly. Et puis, un festival de photos unique en son genre en Suisse. Oui, c'est à Vevey, ça s'appelle le festival Images Vevey, ou Vevey Images, j'ai un doute. Et donc c'est un festival en plein air, gratuit, une soixantaine d'œuvres, de projets artistiques à découvrir dans la ville. C'est jusqu'au 30 septembre, donc on verra le reportage dans le JT. Merci Fanette, tu reviens un petit peu plus tard dans l'émission. Allez, on démarre cette émission, cet accès direct, avec la rubrique Dans l'actu. Philippe Abraham, je vous en prie, installez-vous sur le plateau. Vous êtes le nouveau président de la Banque Alimentaire de Haute-Savoie. Oui. Parlez-nous un petit peu de vous. D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Voilà, moi je dirais que professionnellement, j'ai travaillé un peu dans la fabrication des circuits intégrés dans la première partie de ma carrière. Après, j'ai travaillé dans des projets informatiques. Puis j'ai fait de la vente aux grandes entreprises au niveau des solutions télécom. J'ai également travaillé sur l'expérience client, pour améliorer l'expérience client au niveau d'une entreprise pour que ça se passe le mieux possible pour le client. Donc à première vue, assez éloigné de la Banque Alimentaire. Et pourtant en parallèle, voilà. En parallèle, bon, j'ai eu plusieurs actions bénévoles. J'ai accompagné des personnes âgées à l'hôpital, j'ai accompagné des adolescents dans les REP, dans les collèges REP. Et puis, je dirais depuis quelques années, je suis engagé sur la partie aide alimentaire. Donc d'abord avec la Croix-Rouge et maintenant avec la Banque Alimentaire de Haute-Savoie. Oui, parce que vous avez une réelle expérience dans le monde associatif, dans les associations caritatives, puisque vous avez été aussi un membre actif d'Énergie Jeune, c'est ça? C'est ça. En plus de la Croix-Rouge. Donc c'était dans le cadre des collèges en zone prioritaire. Alors, un rappel pour ceux qui ne le savent pas, il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est que la Banque Alimentaire? Alors la Banque Alimentaire, c'est à deux missions. Une première mission qui est de collecter des denrées alimentaires. Pour le compte d'associations, on a à peu près 50 associations, plus une dizaine de CCAS. Donc on collecte à peu près 1500 tonnes par an. Et donc ensuite, ces associations vont le distribuer à des bénéficiaires. On est assez fiers de ça. On distribue à peu près 2,5 millions de repas par an. Et on touche 17 000 personnes qui sont en situation de précarité. Qu'est-ce qui a guidé, vous personnellement, votre envie de vous investir dans ce type d'association? Si vous voulez, il y a vraiment un besoin. Moi, pour avoir été à la Croix-Rouge avant, on voit les personnes en situation de précarité, aussi bien des personnes qui sont installées ici ou de passage, comme les demandeurs d'asile. Et on voit bien qu'il y a un réel besoin de les aider. Donc finalement, c'est se sentir utile et pouvoir alléger leur situation. C'est quelque chose qui est naturel. Enfin, tout le monde a envie de faire ça, donc voilà. Quelles sont, vos principales missions à la tête de la Banque Alimentaire? Alors, donc il y a effectivement cette mission de collecte, et puis il y a aussi, on a une deuxième mission, ce que j'ai failli dire tout à l'heure, c'était la partie insertion. C'est-à-dire que pour pouvoir collecter et avoir des produits de qualité, en particulier sur la partie fruits et légumes, on fait un tri. Et donc pour cela, on a monté avec le département, la région et l'État un chantier d'insertion. Besoin de main-d'œuvre. Voilà, où on a à peu près une quinzaine de personnes qui font ce travail. Et alors donc ma mission, moi, c'est de mettre tout ça en musique. On a énormément de partenaires. On voit les partenaires associatifs, on voit les CCAS, les mairies, le département, la région, l'État, la préfecture.
les sponsors qui nous aident, les grands magasins. Donc en fait, on ne sait pas où donner de la tête. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de bénévoles pour orchestrer ça. Donc moi, je suis le chef d'orchestre, mais s'il n'y a pas de musiciens pour jouer la partition, on n'ira pas loin. Alors on dit que les Français sont de moins en moins généreux et solidaires. Vous confirmez ce phénomène ici, en Haute-Savoie notamment? C'est pas vraiment le cas puisqu'on augmente nos collectes. Et puis je vous dirais, quand on parlera sans doute de la collecte qui va arriver fin novembre. Quand on discute avec les bénévoles qui viennent nous aider, on a 1200 bénévoles qui viennent à ce moment-là. Ils ont toujours de très belles histoires à nous raconter sur la générosité des gens. C'est-à-dire une personne, par exemple, qui avait eu besoin de la banque alimentaire et des associations partenaires à un moment donné. Et ben, plusieurs années plus tard, on la retrouve, cette personne, elle vient nous livrer un caddie entier en disant, ben voilà, moi j'ai envie de vous aider parce que j'ai été aidé à un moment donné. Et donc ça fait chaud au cœur, bien sûr, du bénévole qui est là. Et donc la générosité est liée. Je peux vous citer d'autres exemples. Chaque bénévole a vécu une expérience comme ça à un moment donné. Quand on côtoie les gens dans le besoin, on se rend compte aujourd'hui que la précarité augmente année après année? Alors, elle augmente certainement. Bon, même sur un territoire dynamique comme le nôtre? Oui, alors chez nous, on est un département riche. On a mis du temps à comprendre qu'il y avait effectivement aussi de la pauvreté chez nous. Si vous voulez, les gens qui sont au niveau du seuil de pauvreté dans la Haute-Savoie, ça représente 75 000 personnes. On touche 17 000 personnes. Vous voyez qu'il y a encore de la marge pour aller chercher toutes ces personnes qui ont besoin d'aide. Et donc, effectivement, ça a tendance à augmenter. On a des zones plus ou moins où la pauvreté se concentre. Je veux dire, les grosses agglomérations comme Annecy, comme Annemasse, ou la région autour de Cluse, par exemple, où on a vraiment besoin de mettre en place des solutions pour aider les gens en situation de précarité. Alors vous, à la Banque alimentaire d'Haute-Savoie, vous bénéficiez d'un entrepôt moderne du côté de Cranfsal, voilà, avec un grand volume de stockage. Vos collègues de Savoie ont choisi de partager la même plateforme que les Restos du Cœur. C'est quelque chose qui pourrait être envisageable ici en Haute-Savoie? Bien sûr, je pense que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et fédérer les énergies, c'est toujours un plus. Après, ça prend un peu de temps. Déjà, si vous voulez, nous, on a un gros travail de fédérer les 50 associations qui sont partenaires. Et donc, déjà, c'est important de faire dialoguer entre elles. Et bien sûr, on dialogue avec les Restos du Cœur. Et demain, pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. S'il y a besoin, et je sais qu'ils ont un entrepôt dans la banlieue d'Annecy. Nous, on est plutôt dans la banlieue d'Annemasse. C'est complémentaire. On est sur des zones où il y a des besoins. Un mot sur le prochain grand rendez-vous, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la collecte du mois de novembre. Voilà, la collecte du mois de novembre, alors c'est fin novembre, c'est le vendredi 30 et le samedi 1er décembre. Donc on a besoin, comme chaque année, de beaucoup de bénévoles. On parle de 1200 bénévoles. Alors une partie viennent avec les associations partenaires, mais aussi des personnes de bonne volonté qui ne sont pas dans des associations et qui ont envie de rendre service pendant une demi-journée ou une journée. Et on fait appel à ces bénévoles. C'est très important pour nous parce que ça va permettre, pour vous donner un ordre de grandeur, de rassembler 300 tonnes de denrées alimentaires sur les 1500 qu'on va traiter pendant l'année. Le reste étant les ramasses qu'on fait dans les grands magasins, essentiellement. Si on est intéressé, si on veut venir en aide à la Banque alimentaire, comment est-ce qu'on procède? Il y a le site de la Banque alimentaire. On était présent sur les forums d'associations, par exemple à Annecy ce samedi, où les personnes peuvent s'inscrire. Et puis, elles peuvent aussi passer par les associations qui font de l'aide alimentaire. Et tout ça se met ensuite en musique. C'est-à-dire que la Banque alimentaire organise. Ensuite, on crée des responsables de zones, des responsables de magasins qui vont animer tous les bénévoles, qu'ils soient dans une association ou qu'ils soient juste comme ça de passage pour aider ponctuellement. Merci beaucoup Philippe Abraham et bon courage pour cette nouvelle aventure. Merci. Je vous invite à rejoindre la régie. Et Fanette est de retour sur le plateau. Ça lui manquait? Oui, ça me manquait. Et puis, on a gardé quand même 2-3 trucs, donc la revue de presse. La revue de presse quotidienne. Alors, on va commencer avec une information économique qui pourrait toucher le monde de l'outdoor.
Voilà, décidément, tu le sais, le monde de la montagne fait envie en Chine. On a déjà parlé de la volonté du chinois Fosun d'entrer dans le capital de la Compagnie des Alpes. Et ce coup-ci, c'est le chinois Antasport qui entend racheter le finlandais Hammersport, qu'on connaît bien ici à Annecy, puisque la première marque du groupe Hammersport, c'est Salomon. Donc Antasport, qui est déjà propriétaire de Fila, lorgne depuis longtemps sur le géant finlandais. C'est ce qu'on peut lire dans Écho Savoie-Mont-Blanc cette semaine. Alors officiellement, aucune discussion n'a été engagée, aucune décision arrêtée, mais voilà, je pense que ça peut évoluer dans les prochaines semaines, voire mois. En tout cas, on le sait, le gouvernement chinois qui accueillera les Jeux Olympiques d'hiver en 2022 à Pékin a fait une priorité de la promotion du ski. Donc voilà, je pense que ce genre d'information va se multiplier. Et puis une entreprise suisse a peut-être trouvé la solution pour réduire les émissions de méthane des vaches. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que ça a l'air anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout. Donc c'est une info de nos confrères de France Inter. La société suisse Agolin a créé une mixture pour améliorer la santé des vaches et augmenter leur production laitière. Mais en fait, il s'est avéré que cette potion est aussi efficace pour réduire les flatulences des ruminants. C'est un effet secondaire qui est particulièrement intéressant. Donc, tu l'as dit, ça permet de réduire les émissions de méthane. Et cette découverte, elle n'est pas anecdotique, puisqu'en 2006, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estimait que le secteur représentait 18% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est énorme. Une vache émet en moyenne 100 kg de méthane par an. Et l'effet de serre du méthane est 20 fois supérieur à celui du CO2. Donc, c'est peut-être l'avenir. Voilà. Et avec toi, on va rester dans le domaine agricole. Ouais, dans le domaine du lait même, puisque la raclette de Savoie se porte très très bien, puisque les ventes ont progressé de 25% sur la saison 2017-2018. Un succès qui a pour principale raison l'obtention de l'indication géographique protégée, la fameuse IGP. Une IGP qui a sérieusement boosté les ventes. En tout, ce sont près de 2458 tonnes de raclette de Savoie qui ont été fabriquées en 2017 et on s'attend à un record pour 2018. Donc voilà, on n'a pas d'inquiétude à se faire pour la raclette. Et puis, pour le coup, inquiétude chez les agriculteurs par rapport aux loups. Un chiffre choc qui a été délivré par la préfecture de Savoie. 1209 animaux ont été tués par les loups depuis le début de l'année 2018. Un chiffre qui tombe alors que tous les troupeaux ne sont pas encore descendus des alpages. 1209 victimes, cela représente néanmoins une baisse de 20% par rapport à 2017, à la même période de l'année, comme quoi on avait l'impression. Pour rappel, en 2018, 8 loups ont été abattus en Savoie. Et pour montrer leur inquiétude face à cette prédation du loup, de nombreux agriculteurs se sont rassemblés ce week-end dernier pour des feux de solidarité. Donc une affaire qu'on va suivre de très près. Bon, on essaie de les inviter sur le plateau, donc si jamais ils veulent venir. Si vous nous entendez, coucou. Merci beaucoup, Vanette. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et on passe à notre deuxième rubrique du jour, c'est la rubrique culture. Messieurs, installez-vous. Luciano De Francesco et Jean-Paul Allègre. Alors vous êtes là pour nous parler d'un festival, le festival Sur un plateau Annecy. On parle là de théâtre. On va commencer avec vous, monsieur De Francesco, directeur artistique du festival. C'est quoi l'état d'esprit de ce festival? L'état d'esprit, c'est de montrer un petit peu tout ce qui va se faire dans le théâtre amateur. C'est surtout se faire plaisir, avant tout. Nous, en tant qu'organisateurs, pour les compagnies aussi, de se faire plaisir. Et donc voilà, c'est vraiment le plaisir avant tout, et tout en restant sérieux dans la programmation et dans l'organisation. On a un côté festif, on va dire, parce qu'en plus là, c'est la 6e édition, les 10 ans, mais il y a quand même une certaine rigueur, puisque les compagnies sont vraiment ce qu'on appelle un peu le haut du chapeau dans le théâtre amateur. Alors si plusieurs sites, salle Pierre Lamy, théâtre de l'échange, théâtre Camille Munier ou encore le bar de banlieue scène nationale, ça aussi ça fait partie de l'ADN du festival? Oui, on a voulu dès le départ que le festival puisse se promener un peu dans différents lieux annéciens. Il se trouve qu'on a de beaux théâtres, donc la salle Pierre Lamy et le théâtre de l'échange. On a toujours été partenaire avec banlieue scène nationale. Et cette année, on a en plus l'Artothème au Haras, donc on a envie de se promener, oui. Jean-Paul Allègre, alors vous êtes le parrain, depuis le début de l'aventure, vous êtes auteur. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce festival? Un seul mot, tout. Tout. Oui, je suis le parrain du festival. Bon, j'ai la chance d'être parrain de nombreux festivals en France. Sur un plateau, c'est mon enfant chéri. Alors, le parrain, il vient dans les bons moments, évidemment. Le parrain, il n'a pas tout le travail ingrat que mon ami Luciano et que toute l'équipe a, que je veux saluer d'ailleurs, une équipe de bénévoles formidable et tout. Non, il y a beaucoup de festivals de théâtre amateur en France. Le théâtre amateur se porte très très bien. Et j'ai choisi de parrainer prioritairement, si je puis dire, sur un plateau, parce que c'est un festival authentique.
C'est un festival authentique. Vous savez, vous êtes dans une terre authentique. Je sors du lac où je me baignais cet après-midi. Le merveilleux lac d'Annecy, c'est quand même Elle est bonne extraordinaire. encore à cette époque de l'année? Elle est à 22 degrés, je crois, c'est quand même très étonnant. Je parlais avant votre émission avec votre prochain invité, le grand tennisman Georges Degnaud. Voilà des gens authentiques. Bon. Et là, j'ai affaire à une équipe de gens parfaitement authentiques parce que vous le savez, vous qui faites un travail qui est proche de celui du comédien, un travail de média, on ne triche pas sur les planches. On ne peut pas tricher. Et Luciano, Cécile, Bouget de Francesco et toute leur équipe, ce sont des gens qui ne trichent pas. C'est pour ça que j'amène ma modeste, très modeste notoriété dans le domaine du théâtre, hein, bien sûr, pas dans celui du tennis, pour rappeler que quand il y a des gens comme ça authentiques dans notre société, c'est pas si fréquent et il faut à tout prix les soutenir. Justement, qu'est-ce que vous essayez d'apporter, vous? J'essaye d'apporter tout simplement, vous savez, une chose qui est très très belle. Quand on me demande, Monsieur Alec, quelle est votre définition de l'humanisme, je dis c'est l'affectueuse curiosité de l'autre. J'essaye d'apporter donc de la curiosité, de l'affection et de l'écoute des autres. Mon rôle de parrain, c'est de dire évidemment à une compagnie, bah, écoutez, voilà, s'il y a des défauts, je ne vais pas pointer les défauts en priorité. Je vais dire, vous avez passé un bon moment à vos spectateurs. C'est ça mon rôle, c'est de dire votre combat, parce que c'est un combat, le théâtre aussi, un combat plaisant. Hein. Attention, j'incite tout le monde à venir passer cette fin de semaine avec nous sur les planches des salles que vous avez énumérées tout à l'heure. Il n'y aura rien de solennel dans l'affaire, ça sera un vrai plaisir. Il y a des spectacles très drôles, il y a des spectacles touchants, il y a de tout. Mais de rappeler aussi que le théâtre, ça n'est pas gratuit. Comme vous. Comme les médias, ça n'est pas gratuit. Ce sont des choses qui disent l'état de notre monde. Et nous avons absolument besoin, dans nos sociétés, qui sont compliquées, qui vont très vite, de faire l'état de ce que nous sommes, de notre place dans la société. Et le théâtre nous aide à faire ça. Donc c'est ça mon rôle. Luciano, si vous deviez faire une petite sélection, des 4-5 rendez-vous à pas manquer. Je peux pas. C'est pas impossible. C'est pas possible. Si tous ces spectacles, je les ai tous vus, je les ai sélectionnés parce que je les aime. Ils ont tous une particularité, une couleur qui est non, je ne peux pas. Je peux pas. J'ai essayé de faire des choses complètement différentes. On passe du drame au rire, à l'absurde. Ce sont tous pratiquement des faits de société. Puis j'ai surtout voulu montrer que le théâtre contemporain, le théâtre, et que tout le théâtre existait, puisqu'on termine par Molière. Donc non, il n'y a pas. Je les aime tous, moi. Le fait que ce soit un festival de théâtre amateur, qu'est-ce que ça change? Énormément. Énormément. Ça rappelle déjà que le mot amateur n'est pas un mot péjoratif. Surtout pas. Surtout pas. On parlait de sport tout à l'heure. Que serait le sport professionnel sans le sport amateur? Bon. Dans nos métiers du spectacle, c'est pareil. Moi, je suis auteur, donc auteur professionnel, mais qu'est-ce que j'étais au départ? J'étais un amateur. Et je reste un amateur de théâtre dans le sens mélioratif du terme. J'aime le théâtre. Donc, que des gens rappellent, d'ailleurs, le président de la fédération, Patrick Schoenstein, va rejoindre le festival et va faire l'honneur d'assister au festival. Je salue également les élus de la ville d'Annecy qui soutiennent ce grand festival de théâtre amateur. Et je crois que, je le dis dans mon éditorial, je remercie les médias, vous en particulier, qui consacrent un peu de temps à ce théâtre des amateurs. Parce que tous les gens qui nous regardent en ce moment, ce sont tous des amateurs de quelque chose. Des amateurs de sport, des amateurs de bon vin, des amateurs de beaux paysages et tout. Et il y a des amateurs de théâtre. Et ces amateurs de théâtre, on leur donne la possibilité de s'exprimer une fois tous les 2 ans, mais il y a d'autres festivals en France, bien sûr, une fois tous les ans, dans des salles magnifiques, avec des techniciens professionnels et avec un public chaleureux. Donc pour moi, le mot amateur, là, il est dans le sens le plus noble du terme. Superbe définition. C'est un super porte-drapeau. C'est devenu un ami et effectivement, moi je fais beaucoup de festivals en France, c'est là où je trouve toutes ces compagnies. Et il y a très peu de festivals sur lesquels le parrain est présent comme Jean-Paul l'est. C'est vrai, comme il l'a dit au départ, il est là pour les bons et les mauvais moments, et c'est vrai qu'on s'appuie sur lui pendant 2 ans. On lui demande conseil par rapport aux compagnies, par rapport aux invités, avec Léonore Canfino qui va venir cette année. C'est important, un parrain. On rappelle les dates pour ce festival, 6e édition. 10e édition. C'est la 6e édition, mais c'est le 10e anniversaire, puisque nous sommes là tous les 2 ans.
Et nous sommes là tous les 2 ans parce que nous sommes aussi et avant tout comédiens. C'est aussi pour ça, pour ça que les gens nous posent souvent la question. On leur dit, nous, ce qu'on aime aussi, c'est monter sur scène. Pendant le festival, on n'y est pas. Donc pendant ce qu'on n'est pas sur le festival, on joue. Donc on est aussi des comédiens. Donc du 19 au 23 septembre, donc à la salle Pierre-Lénier, au théâtre Camille Munier, à l'Échange. Merci beaucoup, Merci messieurs. à vous beaucoup. Je vous invite à rejoindre la régie et on va passer à la dernière rubrique de cette émission, c'est la rubrique sport. Et je reçois j'ai l'honneur de recevoir pour cette première de la saison, Monsieur Georges Degnaud. Bonjour. Bonjour. Alors évidemment, les amateurs de tennis vous connaissent. Ancien entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis, ancien entraîneur de l'équipe de Suisse de Coupe Davis. Vous êtes installé sur le bassin annécien depuis maintenant bien longtemps et vous continuez de suivre l'actualité tennistique de très près. Alors, les amateurs le savent, ce week-end, la France est brillamment qualifiée donc, pour sa 19e finale de Coupe Davis en battant l'Espagne. Les joueurs de Yannick Noah défieront donc la Croatie du 23 au 25 novembre, sûrement à Lille, pour remporter un 2e salé d'argent consécutif. Et pourtant, vous êtes un homme en colère ce soir. Ah oui, je suis un homme en colère, très en colère. Je suis très en colère après le président de la fédération de tennis qui, on peut dire, a trahi le million de licenciés. Vous savez que nous sommes 1 million de joueurs de tennis en France. 1 million de licenciés, c'est beaucoup. C'est eux, finalement, qui ont élu ce président. Ils l'ont élu avec leur président de club, avec les présidents de ligue, etc. Et ce monsieur qui avait, en 2017, qui avait dit la Coupe Davis, il faut pratiquement rien changer, ou 1 ou 2 petites choses, etc., notamment les matchs à l'extérieur et à la maison, etc. Mais là, ils veulent tout changer. Il a retourné sa veste ensuite. À la fin de l'année 2017, il a retourné sa veste. Tout ça, c'est des histoires d'argent. Hein, parce qu'à la Fédération internationale, d'abord, l'ATP il était d'accord avec l'ATP. Ensuite, il est revenu à la Fédération internationale à laquelle il est très attaché, puisqu'il en fait partie, et peut-être qu'il a des ambitions du reste, et il a donné son accord pour que la Coupe Davis, et il a amené les voix, nos voix, les vôtres, etc., de tous les joueurs de tennis français, pour que la Coupe Davis change sa formule. Or, la Coupe Davis, c'est une formule avant tout. Alors, on le sait, la Coupe Davis fait vibrer les foules. On l'a vu chez nous, ici en Pays de Savoie, du côté d'Albertville, au mois de février, lors de la rencontre France-Pays-Bas. Vous étiez à l'Olympique ? Oui, j'étais à l'Olympique. On se souvient, il y avait une super ambiance, tout était réuni pour une belle fête du tennis. Ça a été une belle fête du tennis et ça s'est terminé en apothéose. Mais tous les matchs sont comme ça en Coupe Davis. Ça n'a rien à voir. Il n'y a que lorsqu'un joueur du pays gagne l'US Open ou Roland Garros que ça peut se comparer. Mais les matchs de tennis de Coupe Davis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Regardez à Lille, Père, qui fait des caprices sur le court. Transcendé. Il a été tenu par l'entraînement qu'il a fait, par l'enjeu, par le drapeau qu'il représentait. Et il a fait un match formidable. Malheureusement pour le public, mais heureusement pour lui, il a très très bien joué pendant un 7,5 et son adversaire s'est un peu blessé, donc il a gagné assez facilement ensuite. Mais il a montré que s'il avait toujours été comme ça, comme dans ce match de Coupe Davis, il serait peut-être aujourd'hui un des 5 meilleurs joueurs du monde. De ce que vous savez, vous qui connaissez parfaitement le tennis, vous qui connaissez le tennis ici en Pays de Savoie, est-ce que vous savez comment se positionnent justement les clubs locaux par rapport à cette réforme ? Je sais bien comment se positionnent les clubs locaux, mais les clubs locaux, c'est une petite partie. Je ne sais pas combien il y a de clubs en France, mais il y a 1 million de licenciés. Je ne sais pas combien il y en a en Savoie, mais tous les présidents de clubs que je connais, Annecy, Annecy-le-Vieux, Métessy, bref, Sevrier, etc. Les présidents, mais aussi les gens. Moi, je vais souvent dans les clubs me promener, voir les matchs, etc., faire quelques petits entraînements. Et tous les gars me parlent de la Coupe Davis. Ils me disent, alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous foutez ? Comment ça se fait ? Vous laissez faire le président, etc. Vous avez créé une page Facebook, la vraie Coupe Davis, ou rien. Une page qui marche énormément. C'est quoi l'objectif ? C'est d'arriver à... Alors on sait, la réforme elle a été signée, elle a été adoptée par la Fédération internationale. C'est quoi l'objectif de votre page Facebook ? L'objectif de la page Facebook, c'est de faire savoir à tout le monde que la honte qu'on peut
décerner à ce président, mais aussi à la commission qu'il dirige, qu'il a laissé faire parce qu'il les tient, je ne sais pas de quelle manière, mais finalement il a amené aussi les voix de toute cette commission. Et dans cette commission, il y a deux anciens joueurs de Coupe Davis. Il y a François Geoffrey qui est le recordman des matchs joués en Coupe Davis. Je ne comprends pas. Il y a Éric de Bliquer qui a été capitaine de l'équipe de France. Je ne comprends pas qu'ils aient laissé faire, mais je crois qu'ils se sont fait manipuler par ce monsieur qui nous a trahis. Et je pense que deux hommes comme ça, il est encore temps, parce que c'est jamais fini, hein, attention, c'est pas entériné, c'est jamais fini. Deux hommes comme François Geoffrey, Éric de Bliquer et d'autres, parce que parmi les présidents qui sont là-bas, cette commission exécutive, il y a des gens qui ont joué au tennis, qui ont été des joueurs et qui ont assisté à des matchs, qui trouvent la Coupe Davis formidable. Ils ne peuvent pas accepter ça. Et le pire, dans cette situation assez ubuesque, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des joueurs de l'équipe de France de Yannick Noah sont opposés à cette réforme. Mais pratiquement tous les joueurs, certains se déclarent moins que d'autres parce qu'ils sont un peu plus timides, mais ils sont tous opposés. Yannick Noah le premier, Mahut, enfin bref... Et ces joueurs, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est la Coupe Davis. La Coupe Davis, c'est par exemple, j'ai dit c'est Père qui d'un seul coup a été transcendé, mais c'est Pouille qui n'était plus dans le coup, numéro 1 français, il n'était plus dans le coup depuis quelque temps, mais il s'est transcendé pour ce match, il s'est entraîné à fond, il a donné le maximum et malgré tout il a perdu le premier set et ensuite il est revenu petit à petit dans le match. Il était aidé par tout le banc, par son capitaine qui ne le lâchait pas et d'un seul coup il a joué pour le drapeau bleu, blanc, rouge. Hein, et ça, on veut nous le foutre en l'air, c'est pas possible, on ne peut pas admettre ça. Je peux lui dire, s'il l'écoute au président de la fédération, je peux lui dire, tu n'as pas le droit, je vais le tutoyer pour l'occasion. Pour finir sur une note positive, Monsieur Dogno, un pronostic pour cette finale France-Croatie? Ça va être très dur. Ça va être très dur. Le pronostic du cœur, vous le connaissez, le pronostic du terrain, ça va être très dur. Très dur, très dur. Mais je souhaite surtout, si je peux dire un petit dernier mot, je souhaite surtout que même s'ils arrivaient à leur fin, ils n'aient pas le droit d'utiliser le mot Coupe Davis. Par contre, qu'ils fassent des exhibitions au bout du monde, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, c'est leur boulot. Merci beaucoup en tout cas. Merci de venir avec votre sens entier. Allez, quelques images de golf à présent avec l'Evian Championship qui s'est achevé ce dimanche sur les bords du lac Léman. Au terme d'un final à rebondissement, c'est finalement l'américaine Angela Stanford qui remporte son tout premier tournoi du Grand Chelem à 40 ans. La Texane était 4e à l'aube du 4e tour et du 4e et dernier tour, mais sa carte de 68 à -12 lui a permis de doubler ses concurrentes. Camille Chevalier, la première française, se classe 65e. Et puis quelques images du Red Bull Elements pour sa 8e édition. Cette épreuve en relais qui regroupe 4 disciplines, du natation, du trail, du parapente ou du VTT. Pour finir, on a vu l'interview ce vendredi dans le journal qui se disputent par équipe. Et c'est au final les favoris franco-italiens des Bulls Gazelle qui s'imposent en 4h25 minutes et 5 secondes. Deux équipes tchèques complètent le podium. Chez les féminines, c'est l'équipe des Gazelles qui remporte cette édition 2018. Allez, j'accueille une nouvelle fois, 3e et dernière fois, Fanette, pour le rappel des titres. Salut Sam. Salut Fanette. Alors pour ce journal, premier journal de cette édition, de cette saison 2018-2019, pardon. On va aller à Rumilly. On va aller à Rumilly, effectivement, où tu t'es rendu ce week-end à l'occasion de l'inauguration du nouveau collège de Rumilly. C'est l'inauguration d'un nouvel établissement, mais ça est bien plus que ça. Il y a des forts enjeux à cause de la croissance démographique en Haute-Savoie. D'autres collèges sont aussi en projet, donc on fera le point tout à l'heure dans le JT. Et puis direction la Suisse, à Vevey, très précisément, pour un festival de photos. Voilà, c'est un reportage de Jean-Paul Crespi qui s'est rendu sur les bords du Léman pour cette manifestation qui est gratuite en plein air. À peu près 60 installations, projets artistiques à découvrir autour du terme de la photo. Ça peut être assez surprenant comme projet, donc c'est à voir et c'est jusqu'au 30 septembre. Merci Fanette, on te retrouve donc juste après cette page de réclame pour le journal de rédaction, parce que vous l'avez compris, désormais le journal se présente sur le plateau d'Accès Direct. On se retrouve dans quelques minutes, à tout de suite.